Madame la vice-présidente, merci pour votre temps. Merci, c'est agréable d'être avec vous, Brett. Les électeurs disent aux sondeurs partout dans le pays, et ici en Pennsylvanie, que l'immigration est l'un des sujets clés qu'ils surveillent pour cette élection. En particulier, l'afflux des migrants illégaux provenant de plus de 150 pays. Combien d'émigrants illégaux estimeriez-vous que votre administration a laissé rentrer dans le pays au cours de ces 3 dernières années et demie? Je suis contente que vous souleviez la question de l'immigration, car je suis d'accord avec vous, c'est un sujet de discussion que les gens souhaitent légitimement avoir. Et vous savez de quoi je vais parler? Oui, mais parlons des chiffres. Pensez-vous que c'est 1 million ou 3 millions? Brett, allons droit au but. Le problème, c'est que nous avons un système d'immigration défaillant qui doit être réparé. Votre secrétaire de la Sécurité intérieure a dit que 85% des arrestations... Brett, j'ai pas terminé. Nous avons une estimation approximative de 6 millions de personnes relâchées dans le pays. Et laissez-moi finir, je vais répondre à votre question. Je vous le promets. Mais je commençais à répondre. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, votre administration a immédiatement annulé un certain nombre de politiques migratoires de Trump. La plus importante était la politique qui exigeait que les immigrés illégaux soient détenus soit aux États-Unis, soit au Mexique, jusqu'à leur expulsion. Et vous avez changé cette politique. Ils ont été libérés en attendant leur procès. Cela incluait un grand nombre d'hommes seuls, adultes, qui ont ensuite commis des crimes odieux. En y repensant, regrettez-vous d'avoir annulé la politique du Remain in Mexico au début de votre mandat? Dès le début de mon administration, dans les premières heures après avoir prêté serment, le premier projet de loi que nous avons proposé au Congrès, avant de travailler sur l'infrastructure, avant la loi sur la réduction de l'inflation, avant le Chips and Science Act, avant la loi bipartisane sur la sécurité des communautés, non, le premier projet de loi dans les premières heures était un projet de loi pour réformer notre système d'immigration. Oui, madame, il s'appelait le US Citizenship Act de 2021. Il visait essentiellement à naturaliser de façon massive. Puis-je finir ma question, s'il vous plaît? Vous devez me laisser finir, s'il vous plaît. Mais vous aviez la Maison-Blanche et la majorité au Congrès, mais ce projet de loi n'a pas été voté. Je réponds au point que vous soulevez, et je voudrais terminer. Oui, madame. Nous avons reconnu, dès le premier jour, et à juste titre, que c'était une priorité pour notre nation et pour le peuple américain. Notre objectif a été de résoudre ce problème. Depuis le premier jour, nous avons pris plusieurs mesures, notamment pour réformer notre système d'asile et renforcer les ressources, recruter plus de juges. Nous avons fait ce qu'il fallait pour durcir les sanctions et augmenter les pénalités pour les traversées illégales. Nous avons fait ce qu'il fallait pour mieux contrôler les points d'entrée entre les passages frontaliers. C'est le travail que nous avons fait. Nous avons soutenu un effort bipartisan avec certains des membres les plus conservateurs du Congrès américain pour réellement renforcer la frontière. Ce projet de loi sur la frontière aurait ajouté 1500 agents supplémentaires. C'est pourquoi je pense que les agents de la patrouille frontalière soutenaient ce projet. Il nous aurait permis de réduire l'afflux de fentanyl entrant aux États-Unis, un fléau qui affecte des personnes de tous horizons et toutes régions de notre pays, causant des morts. Il nous aurait permis de renforcer les ressources pour poursuivre les organisations criminelles transnationales, un travail que j'ai fait en tant qu'ancienne procureure générale d'un État frontalier en poursuivant les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Et Donald Trump, laissez-moi finir, Donald Trump a appris l'existence de ce projet et leur a demandé de le tuer, préférant faire campagne sur un problème plutôt que de le résoudre. Et cette élection est, à juste titre, une discussion que le peuple américain veut avoir. Et ce qu'ils veulent, ce sont des solutions. Et un président des États-Unis qui ne joue pas avec les enjeux politiques. Ils veulent quelqu'un qui se concentre sur les solutions. Oui, il y a même des démocrates qui se sont opposés à ce projet de loi. Ça aurait fait rentrer des millions de personnes illégalement. Et beaucoup de conservateurs avaient également des problèmes avec ça. Mais plus important, revenons à la question originale. Jocelyn Nungari, Rachel Morin, Lakel Riley, ce sont de jeunes femmes qui ont été brutalement agressées et tuées par certains des hommes qui ont été relâchés au début de votre administration, bien avant un projet bipartisan négocié.
L'ancien président Clinton a d'ailleurs évoqué Laken Riley dimanche lors de sa campagne en Géorgie, en disant que si ces hommes avaient été correctement contrôlés avant d'entrer, Laken Riley ne serait probablement pas morte. Donc, si cela ne s'était pas produit, cela s'est produit bien avant toute négociation. C'était bien avant que Donald Trump n'intervienne dans le projet de loi. C'était une décision politique spécifique de votre administration de relâcher ces hommes dans le pays. Ce que je vous demande, c'est, est-ce que vous devez des excuses à ces familles ? Permettez-moi d'abord de dire que ce sont des cas tragiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je ne peux pas imaginer la douleur que les familles de ces victimes ont éprouvée pour une perte qui n'aurait jamais dû se produire. Donc c'est vrai. Il est également vrai que si une loi de sécurité des frontières avait été adoptée il y a 9 mois, ça aurait fait 9 mois que nous aurions eu plus d'agents à la frontière, plus de soutien pour les personnes travaillant jour et nuit pour tout gérer et veiller à ce qu'aucun dommage futur ne se produise. Et cette élection, dans 20 jours, cela déterminera si nous avons un président des États-Unis qui se soucie réellement de résoudre un problème, même si cela ne lui apporte pas un avantage politique pendant une élection. Car il y avait une solution, Brett. Madame la vice-présidente, je parle d'une décision politique en début de votre administration. Écoutez ce que l'une de ces maires a à dire. Écoutez donc. À cause des politiques de frontières ouvertes de l'administration Biden-Harris, des remises en liberté et des programmes d'alternatives à la détention, ça veut donc dire qu'ils les ont relâchés dans les États-Unis. Il n'a même pas fallu 3 semaines avant qu'ils surprennent à ma fille, Jocelyn Nungar. Je crois que les politiques de frontières ouvertes de l'administration Biden-Harris sont responsables de la mort de ma fille. C'était au tout début. Donc, leur devez-vous des excuses? C'est ce que je demande. Je vais vous dire que je suis tellement désolé pour leur perte. Je suis tellement désolé pour votre perte, sincèrement. Mais parlons de ce qui se passe en ce moment avec une personne qui ne veut pas participer aux solutions. Il faut parler de ça aussi. En toute honnêteté, je vous l'ai dit, je me sens terrible pour ce que sa famille a vécu. Pendant tout ce temps, vous avez répété que la frontière était sécurisée. Quand, selon vous, cela a-t-il commencé à devenir une crise? Je pense que nous avons un système d'immigration défaillant, et ce, bien avant l'administration de Donald Trump. Soyons tous honnêtes sur ce sujet. Je n'ai aucune fierté à dire que c'est un système d'immigration parfait. J'ai été clair, et je pense que nous le sommes tous. Il doit être réparé. Nous avons besoin de plus. Je suis allé à la frontière parler avec les agents, et ils vous le diront. Et je suis sûr que vous le savez, vous qui vous renseignez sérieusement. Ils vous diront, nous avons besoin de plus de juges. Nous devons traiter ces dossiers plus rapidement. Nous avons besoin de soutien pour ces dossiers qui doivent être poursuivis. Ils ont besoin de ressources. Et en fin de compte, c'est au Congrès de régler ça, Brett. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est la base de cette question. Il y avait 90 décrets annulés dès votre premier jour. Beaucoup d'entre eux étaient des politiques à la frontière Trump. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a d'autres sujets à discuter, mais vous avez fréquemment parlé au syndicat de la patrouille de la frontière pour soutenir ce projet bipartisan. Et ils l'ont fait, ils l'ont soutenu. Mais ils ont aussi soutenu Donald Trump en 2024. Et ils ont dit que vous aviez été, je cite, un échec en matière de sécurité frontalière. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont dit ça? Je pense qu'ils sont frustrés, et je comprends cela. Ils veulent du soutien. Ils veulent du soutien. Et c'est ce que ce projet de loi de la sécurité frontalière aurait fait. Ces gars à la frontière, ces hommes et ces femmes, ils travaillent dur. Ils travaillent sans relâche. Je comprends ça. Brett s'apprête à poser la question suivante, mais nous on fait une petite pause. Je voudrais vous dire que là, je me contente d'un doublage objectif, mais le jeudi 17 octobre, le lendemain, enfin le jour où ça sort cette vidéo pour vous en France, je vais débriefer l'ensemble en live sur Twitch et Twitter dans l'émission Les Méchants Capitalistes. Retrouvez le lien en description et le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube plus tard. J'espère que vous viendrez nombreux. Beaucoup de gens se souviennent de ce que vous avez dit en 2019, lorsque vous vous êtes présenté pour la première fois à la présidence. Il y a eu des changements depuis, et vous en avez parlé. Concernant l'immigration, vous avez soutenu que les immigrants présents illégalement dans le pays devraient pouvoir demander un permis de conduire, être éligibles à la gratuité des universités, et être inscrits pour des soins de santé gratuits. Soutenez-vous toujours ces choses? Écoutez, c'était il y a 5 ans, et je suis très clair que je respecterai la loi. Je l'ai répété maintes et maintes fois.
Et en tant que vice-président des États-Unis, c'est exactement ce que j'ai fait. Sans parler d'avant vous, si tel est le cas, vous avez choisi comme colistier Tim Walz, gouverneur du Minnesota, qui a signé ces mêmes choses dans son État. Donc, soutenez-vous ces initiatives? Nous sommes très clairs, et je suis très clair, tout comme Tim Walz, que nous devons soutenir et appliquer la loi fédérale. Et c'est exactement ce que nous ferons. Alors, décriminaliseriez-vous les traversées à la frontière comme vous l'avez dit en 2019? Je ne crois pas que la décriminalisation des traversées à la frontière je ne l'ai pas fait en tant que vice-présidente. Je ne le ferai pas en tant que présidente. Donc ce sont des changements d'avis que vous avez eus. Soyons très clairs, je suis la seule personne qui se présente à la présidence et qui a poursuivi des organisations criminelles transnationales, du cartel de Sinaloa au cartel de Guadalajara, ceux qui trafiquent des armes, des drogues et des êtres humains. J'ai passé une grande partie de ma carrière à poursuivre ceux qui représentent une menace pour la sécurité du peuple américain, qui traversent nos frontières avec l'intention de nous nuire, et traversent nos frontières illégalement. Et je continuerai ce travail en tant que vice-présidente. Je prends ce travail très au sérieux. L'élection, un moment où les électeurs, surtout ici en Pennsylvanie, sont inondés de publicité. Ils veulent juste que ça cesse, car c'est une pub politique l'une après l'autre. Beaucoup d'entre elles ne font que rajouter du bruit, mais quelques-unes parviennent à se démarquer. Celle-ci en particulier de la campagne Trump a beaucoup attiré l'attention. Kamala soutient des opérations de changement de sexe financées par les contribuables pour les prisonniers. Et pour les prisonniers, chaque détenu transgenre dans le système carcéral y aura accès. Alors, soutenez-vous toujours l'idée d'utiliser l'argent des contribuables pour aider les détenus ou les immigrés illégaux à effectuer une transition de genre? Je suivrai la loi. Et c'est une loi que Donald Trump, d'ailleurs, a aussi suivie. Vous êtes probablement au courant qu'il existe maintenant un rapport public indiquant que sous l'administration de Donald Trump, ces chirurgies étaient déjà disponibles en cas de nécessité médicale pour les personnes dans le système pénitentiaire fédéral. Et franchement, je pense que cette publicité de la campagne Trump, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Les assistants de Trump disent qu'il n'a jamais défendu ses politiques pénitentiaires et qu'aucune chirurgie de changement de sexe n'a eu lieu pendant sa présidence. Eh bien, vous savez quoi? Vous devez être responsable de ce qui s'est passé pendant votre administration. Oui, et aucune chirurgie n'a eu lieu. C'est un mensonge. Allez-vous défendre l'utilisation de fonds publics pour ces chirurgies? Je suivrai la loi, tout comme je pense que Donald Trump dira qu'il l'a fait. Mais vous aurez votre mot à dire en tant que président? Comme je l'ai dit, je pense qu'il a dépensé 20 millions de dollars pour ses publicités dans le but de créer un sentiment de peur chez les électeurs, parce qu'il n'en a, en fait, il n'a aucun plan pour cette élection qui soit centré sur les besoins du peuple américain. Alors que 20 millions pour sa publicité sur un sujet qui, en ce qui concerne les plus grands enjeux qui affectent le peuple américain, celui-ci est vraiment assez éloigné. Et sa politique était pas si différente de la mienne. Regardez où nous en sommes. Ils disent qu'ils ont des plans pour le plan américain. Moi, je propose un plan pour les logements abordables. Je propose un plan pour ce que nous devons faire pour renforcer les petites entreprises, qui sont la colonne vertébrale de l'économie américaine. Je propose un plan qui consiste à prendre soin des jeunes parents et à leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Mes plans pour l'économie renforceront l'économie. Comme l'ont confirmé 16 lauréats du prix Nobel, Goldman Sachs, Moody's et récemment le Wall Street Journal, qui ont tous étudié nos plans et ont indiqué que mes plans pour l'économie renforceraient notre économie, tandis que les siens l'affaibliraient, augmenteraient l'inflation et entraîneraient une récession d'ici le milieu de l'année. Ce sont des faits. Pourquoi pensez-vous que des gens disent qu'ils lui font confiance sur l'économie plutôt que vous? Je pense que quand vous regardez une analyse de nos plans, que ce que nous ferions en tant que président des États-Unis, il est clair pour ceux qui étudient et comprennent comment fonctionne la politique économique que à l'avenir, parce que je crois que le peuple américain est prêt à tourner la page sur la division et sur le type de rhétorique qui est sorti de Donald Trump. Les gens sont prêts à tracer une nouvelle voie et ils veulent un président qui a un plan pour l'avenir et un plan qui est solide et renforcera notre pays. Mon plan pour l'économie fait exactement ça. Son plan, à lui, consisterait à nouveau à donner des réductions d'impôts aux milliardaires et aux plus grandes entreprises de notre pays et à creuser notre déficit. C'est intéressant que vous ayez dit « tourner la page », Madame la Vice-présidente. On vous a posé cette question dans 2 émissions différentes la semaine dernière. Qu'est-ce que vous feriez différemment de Joe Biden? Voilà ce que vous avez dit. Auriez-vous fait quelque chose de différent de Joe Biden ces 4 dernières années?
Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit en termes de... Et j'ai fait partie de la plupart des décisions qui ont eu un impact. Sous une administration Harris, quels seraient les changements majeurs Qu'est-ce qui resterait le même? Bien sûr, je veux dire, évidemment, je ne suis pas Joe Biden. Oui, je l'ai remarqué. Donc, ce serait un changement, déjà. Mais en termes de... Mais aussi, je pense qu'il est important de dire qu'à 28 jours de l'élection, je ne suis pas Donald Trump. Donc, vous n'êtes pas Joe Biden, vous n'êtes pas Donald Trump, mais rien ne vous vient à l'esprit que vous feriez différemment? Permettez-moi d'être très clair. Ma présidence ne sera pas une continuation de celle de Joe Biden. Et comme chaque nouveau président qui rentre en fonction, j'apporterai mes expériences de vie, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles. Je représente une nouvelle génération de leadership. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'a pas passé la majorité de sa carrière à Washington, D.C. J'accueille les idées, qu'elles viennent des républicains qui me soutiennent, qui étaient d'ailleurs en campagne avec moi il y a quelques minutes, mais aussi du secteur des affaires, et d'autres qui peuvent contribuer aux décisions que je prends. Par exemple, sur mon plan pour augmenter l'offre de logements en Amérique et faire baisser le coût des logements, mais aussi la question des petites entreprises qui consiste à travailler avec le secteur privé pour apporter plus de capitaux et d'accès aux capitaux à nos dirigeants de petites entreprises, y compris mon plan pour une aide de paiement initiale de 25 000 $ pour les primo-accédants et pour les petites entreprises étendre la déduction fiscale de 5 000 $ à 50 000 $. Nous avons beaucoup entendu parler de ces plans ces derniers jours. Votre slogan de campagne est « Une nouvelle voie à suivre » et il est temps de tourner la page. Vous êtes vice-présidente depuis 3 ans et demi. Alors, de quoi tournez-vous la page? D'abord, tournez la page sur la dernière décennie, au cours de laquelle nous avons été accablés par un genre de rhétorique venant de Donald Trump et qui a été conçu et mise en œuvre pour diviser notre pays et faire en sorte que les Américains se pointent du doigt. Une rhétorique et une approche du leadership qui suggère que la force d'un leader est mesurée par ceux qui l'écrasent, plutôt que parce que nous savons tous que la force du leadership est mesurée par ceux qui nous élèvent. La force d'un président américain, c'est un président qui comprend que la grande majorité d'entre nous avons plus en commun que ce qui nous sépare. C'est cela, tourner la page. C'est cela, tourner la page sur une rhétorique qui, honnêtement, épuise les gens, Brett. Plus de 70% des gens disent que le pays va sur la mauvaise voie. Ils disent que le pays est sur la mauvaise voie. Si c'est sur la mauvaise voie, cette voie suit 3 ans et demi de votre mandat en tant que vice-présidente et Joe Biden en tant que président. C'est ce qu'ils disent. 79% d'entre eux. Pourquoi disent-ils cela? Si vous tournez la page, vous êtes en fonction depuis 3 ans et demi. Donald Trump se présente à l'élection. Mais c'est vous qui êtes en fonction. Allons, vous et moi savons très bien de quoi je parle. Non, de quoi parlez-vous? Ce dont je parle, c'est que durant la dernière décennie... Mais, écoutez, au cours de la dernière décennie, il est clair pour moi, et certainement pour les républicains qui étaient en campagne avec moi, l'ancien chef de cabinet du président Trump, les anciens secrétaires à la défense, le conseiller à la sécurité nationale et son vice-président. Et c'est lui il disait que c'était lui qui était inapte à gouverner, qu'il était instable, qu'il est dangereux et que les gens sont épuisés par quelqu'un qui prétend être un leader, mais qui passe son temps à rabaisser les autres, à nourrir des griefs personnels et à faire tout cela une question d'ego plutôt que de se concentrer sur le peuple américain. Et les gens en ont marre de ça. Si c'est le cas, pourquoi la moitié du pays le soutient-il? Pourquoi vous bat-il dans les sondages de nombreux États clés? Pourquoi, s'il est si mauvais, comme vous le dites, la moitié de ce pays soutient-il cette personne qui pourrait être le 47e président des États-Unis? Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on voit? C'est une élection à la présidence des États-Unis. C'est pas censé être facile. Je le sais que c'est pas censé l'être. Ce n'est pas censé être une promenade de santé pour qui que ce soit. Alors, sont-ils mal guidés, les 50%? Sont-ils stupides? Oh mon Dieu, je ne dirais jamais ça du peuple américain. Et en fait, si vous écoutez Donald Trump, si vous regardez l'un de ses meetings, c'est lui qui tend à rabaisser, à minimiser et à diminuer le peuple américain. C'est lui qui parle d'un ennemi intérieur en parlant du peuple américain, suggérant qu'il tournerait l'armée américaine contre le peuple américain. Nous avons posé cette question à l'ancien président aujourd'hui. Harris Faulkner a tenu une réunion publique et voici comment il a répondu.
Oui, j'ai entendu ça. Ils disaient que je menaçais quelqu'un. Je ne menace personne. C'est eux qui menacent. Ils font de fausses enquêtes judiciaires. J'ai été plus sous enquête qu'Al Capone. Et c'était le plus grand des malfaiteurs. Mais non, c'est vrai, pensez-y. On appelle ça l'instrumentalisation du gouvernement. C'est terrible. Brett, je suis désolé. Mais avec tout le respect, cet extrait n'était pas dans lequel il mentionne l'ennemi intérieur. Quand il parle du peuple américain. Et c'est pas ce que vous venez de montrer. Mais c'était la question qu'on lui avait posée. Non, mais c'est pas ce que vous venez de montrer. En tout respect, c'est pas la question qui a été posée. Vous n'avez pas montré ça. Et voici le fond du problème. Il l'a répété de nombreuses fois. Et vous et moi, nous le savons très bien. Et vous et moi, vous savez très bien qu'il a parlé de tourner l'armée américaine contre le peuple américain. Il a parlé de s'en prendre à ceux qui participent à des manifestations pacifiques. Il a parlé d'enfermer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Nous sommes en démocratie, et dans une démocratie, le président des États-Unis, dans les États-Unis d'Amérique, devrait être capable de supporter la critique sans dire qu'il va enfermer les gens pour cela. Et c'est ce qui est en jeu. C'est pourquoi vous avez quelqu'un comme l'ancien chef d'état-major interarmé disant ce que Mark Milley a dit à propos de Donald Trump, c'est qu'il est une menace pour les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est ce qu'il a dit dans le livre de Bob Woodward. Oui, laissez-moi vous demander ceci, Madame la vice-présidente. Vous dites que Donald Trump est mal intentionné. Vous dites maintenant qu'il est instable. Mais il est instable. Vous dites qu'il n'est pas en bonne santé. Vous dites qu'il n'est pas mentalement stable. Et il ne l'est pas. Permettez-moi de vous demander ceci. Vous avez dit lors de nombreuses interviews que Joe Biden était en forme, qu'il surpassait son équipe. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que les facultés mentales de Joe Biden semblaient diminuer? Joe Biden, je l'ai vu dans le bureau ovale jusqu'à la salle de crise. Et il a le jugement et l'expérience de faire exactement ce qu'il a fait, en prenant des décisions très importantes au nom du peuple américain. Aucune inquiétude n'a été soulevée? Joe Biden n'est pas sur le bulletin de vote. Je comprends, mais vous avez parlé après que George Clooney l'a dit, quelques minutes après avoir parlé à Joe Biden lors d'une collecte de fonds, qu'il pensait que ce n'était plus le même Joe Biden que celui qu'on l'avait vu lors du débat. Je comprends. Vous le rencontrez au moins une fois par semaine depuis 3 ans et demi. Vous n'aviez eu aucune inquiétude? Je pense que le peuple américain s'inquiète de Donald Trump. Et c'est pourquoi ceux qui le connaissent le mieux, y compris les dirigeants de notre communauté de la sécurité nationale, se sont tous exprimés. Même les personnes qui ont travaillé avec lui dans le bureau ovale, qui ont travaillé avec lui dans la salle de crise, ont dit qu'il était inapte et dangereux. Et qu'il ne devrait jamais être président des États-Unis à nouveau, y compris son ancien vice-président, ce qui explique pourquoi il a dû choisir un autre colistier. C'est un fait. C'est un fait. Brett s'apprête à enchaîner sur la prochaine question, mais moi je voudrais surtout remercier les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. C'est grâce à vous notamment qu'on va pouvoir vous proposer un super live le 5 novembre. Retrouvez tous les liens en description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Allez, c'est reparti pour le doublage. Madame la vice-présidente, 2 autres choses. On vous a demandé dans l'émission 60 Minutes quelle était la plus grande menace à laquelle le monde ou les États-Unis étaient confrontés. Voilà ce que vous avez dit. Quel pays étranger considérez-vous comme notre plus grand adversaire? Je pense qu'il y a évidemment à l'esprit, et c'est l'Iran. L'Iran a du sang américain sur les mains, d'accord? Cette attaque contre Israël, 200 missiles balistiques, ce que nous devons faire pour nous assurer que l'Iran n'acquiert jamais la capacité de devenir une puissance nucléaire, eh bien, c'est l'une de mes plus hautes priorités. Un certain nombre d'experts pensaient que vous alliez dire la Chine. Le directeur du FBI avait dit cela. Mais vous avez dit l'Iran. Si c'est le cas, que répondez-vous aux critiques qui disent que les actions de votre administration ne reflètent pas une telle menace venant de l'Iran? Eh bien, je vais vous dire tout récemment, que ce soit en avril ou en octobre, à plusieurs reprises, que l'Iran posait une menace à Israël. J'étais là lors de l'attaque la plus récente, dans la salle de crise, travaillant avec les chefs de notre armée pour faire ce que l'Amérique a toujours fait,
défendre et soutenir Israël dans son obligation de se défendre et lui apporter le soutien américain. Afin de permettre à Israël d'avoir les ressources nécessaires pour se défendre contre les attaques, y compris celles de l'Iran et des proxys terroristes iraniens dans la région. Et mon engagement sur le sujet est inébranlable. Les critiques disent simplement que vous avez soit assoupli, soit échoué à appliquer les sanctions contre l'Iran, permettant à tout cet argent d'affluer comme des milliards de dollars de profits pétroliers. Revenons à Donald Trump, qui s'est retiré d'un accord qui aurait effectivement mis l'Iran sous contrôle. Mais voici à l'écran les estimations en milliards de dollars qui vont au régime iranien. Nous avons eu une base américaine qui a été attaquée, où des soldats ont souffert de blessures cérébrales traumatiques, et Donald Trump les a rejetés comme des maux de tête. Sans parler de la façon dont Donald Trump a traité et parlé de l'armée américaine et des militaires, en les traitant de ratés et de losers, diminuant leur importance. J'aimerais que nous ayons une conversation fondée sur une évaluation complète des faits, y compris, je pense, que cette interview est censée être sur les choix que vos téléspectateurs doivent examiner pour cette élection. Et le contraste est important. Oui, madame. Et sur le sujet de l'Iran, je propose ce qui devrait être un contraste important qui est présenté pour que des gens prennent une décision. Et il y a des critiques qui regardent ce que votre administration a fait et pensent différemment. Madame la vice-présidente, on insiste pour que je m'arrête. J'espère que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire à propos de Donald Trump. Mais beaucoup de gens aimeraient en apprendre plus sur vous et vos politiques. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Et j'invite quiconque à aller sur kamalaharris.com et vous verrez que j'ai 80 pages de programme et elles incluent ce que j'ai l'intention de faire concernant le logement abordable et ce que je prévois de faire pour les petites entreprises et ce que je compte faire. Et c'est pour ça que vous avez invité ici, pour voir qui vous étiez en 2019 et qui vous êtes maintenant. Et aussi pour soutenir l'armée américaine et s'assurer que nous avons les forces de frappe la plus létale et la meilleure force de combat au monde. Madame la vice-présidente, on me presse vraiment pour m'arrêter ici. Eh bien, je vous remercie pour votre temps. Et c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.